Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande. Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs et téléspectateurs de Top Santé. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir ici à Top Congo le docteur Pierre Tchaïkolo. Il est urologue, andrologue, chirurgien des hôpitaux de France et chirurgien consultant au centre médical Diamant. Avec le docteur Tchaïkolo, nous allons parler du cancer de la prostate. Nous allons comprendre ce que c'est, comment le prévenir, quel est le traitement et l'impact. Et nous allons faire un focus sur la ville de Kinshasa. Bonjour docteur. Bonjour madame. Bonjour également à vous tous qui nous suivez. Et pour commencer notre émission, docteur, je vais rappeler votre qualité. Je disais tantôt, vous êtes urologue, andrologue. Ce sont des termes pour les habitués des Top Santé qui ne sont pas peut-être nouveaux, mais ceux qui ne suivent pas régulièrement et qui nous rejoignent, pouvez-vous d'abord nous expliciter c'est qui un urologue, un andrologue, et c'est quoi l'urologie ou l'andrologie? Voilà. L'urologie, c'est une spécialité qui s'occupe de l'appareil, des maladies de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme, et de plus, elle s'occupe aussi de l'appareil génital de l'homme. Tandis que l'andrologie, c'est une spécialité qui va s'occuper que de l'appareil génital de l'homme, un peu comme le gynécologue s'occupe chez la femme. Voilà. Alors, docteur, oui. Nous entrons dans le vif de notre sujet. Nous parlons du cancer de la prostate. Un petit rappel, c'est quoi le cancer de la prostate et comment se développe-t-il? Pour parler cancer de prostate, commençons plutôt par parler de la prostate. C'est quoi la prostate? La prostate n'est pas une maladie. La prostate, c'est une glande qui est située en dessous de la vessie, en avant du rectum. Elle permet le passage de voies urinaires et de voies séminales. En d'autres termes, par la prostate passent les urines et les spermes qui contiennent les spermatozoïdes. La prostate en elle-même va nous donner 3 types de maladies. Okay. La première maladie, c'est la prostate qui augmente de volume. C'est lié au processus du vieillissement, ce qui est normal puisque à la naissance, la prostate est petite, 5 grammes. À l'adolescence, elle commence à grossir. Vers 50 ans, on arrive à un stade où la prostate, qui est restée stable entre 20 et 50 ans, commence un processus de vieillissement. Et ce processus de vieillissement va entraîner une augmentation du volume de la prostate qui peut gêner la miction. La deuxième maladie de la prostate, c'est une infection. Il y a des microbes qui s'installent au niveau de la prostate. On a une prostatite, un peu comme la femme a une cystite, des envies pressantes pour uriner. Ça brûle, mais chez l'homme, en plus des signes de la cystite, il y a de la fièvre, parce que la prostate, c'est quelque chose de charnu. Ce deuxième cas n'est pas lié au vieillissement, Non, pas lié à l'âge. Ce n'est pas lié à l'âge. Un jeune peut faire une prostatite comme une personne âgée, mais les causes ne sont pas les mêmes. Le jeune, ça serait plus une maladie sexuellement transmissible. Chez la personne âgée, c'est la vessie qui a du mal à se vider. Et le cancer de prostate, il n'y a pas de cause connue. C'est le 3e cas. C'est le 3e cas, il n'y a pas de cause connue. On a tout simplement le cancer de prostate parce que notre organisme produit de la testostérone. En d'autres termes, si on enlève la testostérone
avant la naissance, on n'aura jamais de cancer de prostate. Mais si on enlève la testostérone, on n'est plus homme. Et c'est l'hormone masculin. C'est l'hormone masculin. Et même on verra plus tard, quand on traitera le cancer de prostate, il y a des médicaments qui suppriment la testostérone pour freiner l'évolution de la maladie. Ces cancers de prostate, c'est tout simplement les cellules de prostate qui se modifient et qui forment un cancer. Un peu comme le cancer du sein. Le cancer de prostate est chez l'homme, c'est que le cancer du sein est chez la femme. Voilà. Avec là, ça nous permet tout de suite de parler de la prévalence. Ouais. Quelles sont les statistiques, notamment ici à Kinshasa ou peut-être même en République démocratique du Congo? Oui. Pour parler statistiques ici à Kinshasa, il faudrait-il encore qu'il y ait des urologues installés dans plusieurs coins de la capitale. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Disons, la densité des urologues, c'est quoi? On estime que un urologue couvre 50 000 habitants. Un urologue pour 50 000 habitants. Voilà. Pour une population telle que la nôtre, on a à peu près des 100 pour millions une population comme la nôtre, il faudrait au moins 2000 urologues. Et pour avoir 2000 urologues, il faut plusieurs facultés qui forment des urologues. Or, malheureusement, chez nous, nous n'avons qu'une seule faculté qui forme des urologues. Ce qui fait que parler de l'incidence, de la prévalence de cancer de prostate à partir du Congo, c'est un peu compliqué. Par contre, sur le plan international, on sait que la population afro-caribéenne a un risque élevé d'avoir un cancer de prostate. Quand on fait des études statistiques aux États-Unis et dans d'autres pays européens, on trouve que les patients d'origine africaine font plus de cancer de prostate que les Européens. Et c'est dû à quoi? C'est dû à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs hormonaux, il y a des facteurs liés à l'alimentation. Ce qui fait que, par exemple, en Europe, un patient de la quarantaine à 45 ans, 50 ans, quand il arrive, on cherche systématiquement un dosage de prostate, un dosage de PSA, et on examine la prostate. Pourquoi? Parce que chez l'homme d'origine africaine, lorsqu'il y a un cancer de prostate, c'est souvent une forme très agressive. Très agressive. Contrairement contrairement aux Européens et aux Asiatiques. Donc, le fait que nous n'ayons pas de statistiques réelles au Congo, c'est un gros problème de santé publique. Et pour le résoudre, malheureusement, il nous faudra des registres. Parce que dans d'autres pays, tout cancer rentre dans un registre. Disons que vous pouvez être malade dans n'importe quel coin du pays, vous êtes opéré, ça rentre dans un registre. Donc ça permet de connaître le nombre de cancers par an. Ça permet de connaître la mortalité. Voilà. Et ici, dans notre pays, on tient un registre ou des registres dans ces sens-là? Ici, dans notre pays, on ne tient pas encore des registres. Ici, dans notre pays, depuis peu, nous avons ce que nous appelle communément une RCP. C'est une réunion de concertation pluridisciplinaire où on a des oncologues, des radiothérapeutes, des pharmaciens et d'autres spécialités qui présentent des cas de cancer, l'on discute et on prend une décision. Donc, je pense que dans quelques années, on pourra avoir une idée sur la prévalence du cancer de prostate ici au Congo, parce que tous
les malades qu'on présente sont enregistrés. Alors, docteur, nous sommes dans une ville à forte densité, notamment la ville de Kinshasa. Oui. Et je présume qu'il y a notamment des facteurs de risque ou les causes qui entraînent le cancer de la prostate. Quels sont les facteurs associés au cancer de la prostate de façon générale? Disons que les facteurs réels du cancer de prostate, comme je le disais, ne sont pas bien déterminés. Par contre, l'on a constaté dans certaines contrées, par exemple en France, aux Antilles, où ils utilisaient un produit pour la plantation des bananes, que ces produits entraînaient une augmentation du cancer de prostate. Okay. Deuxième élément, c'est le type d'alimentation. L'on croit que les gens qui mangent beaucoup de poissons ont moins des risques de faire des cancers de prostate. L'on a constaté ça comment? Quand on regarde les Asiatiques qui vivent chez eux, au Japon, ils font moins de cancers de prostate. Mais lorsqu'ils arrivent aux États-Unis avec des aliments où il y a beaucoup d'acides gras, ils font plus de cancers de prostate que les restes de la population qui est restée au pays. Donc, notre alimentation peut être aussi une des causes du cancer de prostate. Donc, on peut dire que c'est parce que peut-être il n'y a pas des études, mais peut-être des facteurs environnementaux aussi peuvent influencer ou des facteurs génétiques spécifiques. Oui, non, les facteurs génétiques, ça c'est connu. Disons que le facteur génétique est connu. Déjà, nous, en tant que Noirs, nous avons un risque élevé de faire des cancers de prostate. Deuxièmement, si dans la famille, il y a un membre qui a eu un cancer de prostate, le risque est multiplié par 2. Si 2 membres de la famille ont eu un cancer de prostate, le risque est multiplié par 5. Si dans la famille, on a un membre qui a eu un cancer du sein et d'autres qui ont eu de cancer de prostate, en gros, nous sommes dans ce que l'on appelle comme nom des familles à cancer, et dans d'autres pays, on fait des études génétiques. Voilà. Donc, en gros, lorsqu'il y a un cancer, il faut connaître l'histoire de la maladie, l'histoire familiale, s'il y a d'autres cancers, pour essayer de voir dans quelle voie vous pouvez diriger vos recherches. D'où l'importance du dépistage précoce. Alors, parlons du diagnostic et le dépistage, comme je le disais tantôt, docteur. Quelles sont les recommandations actuelles? Puisque avant de commencer cette émission, on parlait notamment de la science qui évolue chaque jour et à grands pas. Quelles sont les recommandations actuelles pour le dépistage du cancer de la prostate? Oui, disons que dans toutes les sociétés savantes, il n'est pas conseillé de faire un dépistage de masse du cancer de prostate. Pour plusieurs raisons. Pourtant, ça paraît. Oui, pour plusieurs raisons. La première raison est celle-ci. Si on dit dépistage de masse, il faut cibler quelle catégorie de la population on va examiner. Okay. Pourquoi? Le cancer de prostate, c'est une maladie qui évolue à bas bruit et son évolution est lente sur plusieurs années. En d'autres termes, si je veux faire un dépistage, je ne ferai pas un dépistage à un patient qui a 80 ans. Pourquoi? Parce que son espérance de vie est inférieure à 10 ans. Par contre, quand je vois un jeune de 40 ans qui me dit que dans sa famille, son père a eu un cancer de prostate, que son oncle a eu un cancer de prostate, que son grand-père a eu un cancer de prostate, c'est un patient que je dois amener au dépistage. En d'autres termes, puisque chez nous, malheureusement, nous n'avons pas toujours les diagnostics, ça serait beaucoup plus simple, à partir de 45 ans, qu'on fasse un dosage de PSA
à tous ceux qui veulent. On aura un PSA de référence qui nous permettra, qui nous permettra de les surveiller. Je sais que vous voulez poser la question, le PSA, c'est quoi? Oui. Le PSA, c'est un examen, une prise de sang qui détecte une protéine qui est produite par la prostate. Okay. Lorsque la production est élevée, on s'est dit, il se passe quelque chose dans la prostate. Okay. Ce n'est pas forcément un cancer. C'est un signe. C'est un signe. Avant-coureur, peut-être? Non, c'est un signe qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe au sein de la prostate. Okay. Ça peut être la prostate qui est trop grosse, ou une infection, ou un cancer. D'où l'intérêt, c'est d'avoir un PSA de référence, contrôlé 2-3 mois après. Si le PSA bouge dans un sens ou autre, ça permet d'avoir une orientation de suivi. Ok. Alors, docteur, puisque vous évoluez, vous n'évoluez pas qu'à l'étranger, vous évoluez aussi ici à Kinshasa. Oui. Donc, vous connaissez quand même comment est organisé le secteur. Dites-nous, comment le diagnostic est-il généralement réalisé ici à Kinshasa? Et y a-t-il des défis spécifiques pour l'accès aux soins? Voilà. À Kinshasa, malheureusement, le diagnostic du cancer de prostate s'est fait d'une manière fortuite. Quelqu'un qui vient pour autre chose, on fait une prise de sang et on remarque que les PSA sont élevés. On examine sa prostate, on fait un toucher rectal. On sent que la prostate est modifiée, elle est dure. On s'est dit, il y a forcément un cancer de prostate très avancé. Une autre circonstance, c'est un patient qui vient, il a du mal à uriner, on l'opère par les voies naturelles, c'est-à-dire on met un endoscope dans les canaux, on découpe la prostate en petits morceaux, on récupère le morceau, on envoie l'analyse, là on nous dit qu'il y a un cancer. Voilà les deux modalités où on trouve la présence de cancer ici à Kinshasa. Et c'est fiable, c'est 100% fiable? C'est fiable parce qu'on a des résultats fiables. Mais malheureusement, souvent, dans ces cas, la maladie est très avancée. Okay. Très peu des jeunes ou d'adultes ont intégré la notion de la nécessité d'aller voir un urologue pour faire un bilan. Quand je dis bien voir un urologue, voir un spécialiste d'urologie. Mais le fait qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, c'est pas un défi ou c'est un problème aussi? Oui, le fait qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est un défi. C'est un défi qui peut être amélioré autrement. Le médecin généraliste ou un chirurgien général qui voit un patient qui à l'âge, qui a 45 ans ou 50 ans, ou dans son histoire, on trouve qu'il y a un cancer de prostate, on va lui dire, on fait un PSA, s'il est anormal, je vous adresse auprès d'un urologue. Okay. Pourquoi? Parce que il faut savoir interpréter le PSA. Il faut savoir faire le diagnostic. Et ça, il n'y a que l'urologue qui peut le faire. Parce que, je te prends un exemple. On peut avoir un chirurgien généraliste qui opère un patient de la prostate. Il peut opérer parce que le patient a du mal à uriner. Il prend la pièce, il l'envoie à l'analyse. On répond, il y a un cancer de prostate. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est limité. Il n'a pas de solution. Si c'est un chirurgien qui a l'esprit ouvert, il enverra voir un urologue. S'il n'a pas l'esprit ouvert, il garde le patient pour lui. Donc, en gros, l'intérêt d'informer les gens, c'est qu'on fasse au moins un bilan, une prise de sang,
qu'on voit un urologue ou un médecin qui examine la prostate, mais c'est mieux que ça soit un urologue, et puis on établit des éléments de suivi. Alors, docteur, quelles sont les options des traitements qui sont disponibles quand on parle du cancer de la prostate, notamment ici à Kinshasa? Oui, disons que avant de parler traitement, parlons de modalités diagnostiques. Oui. Je vous ai parlé de diagnostic qui est posé lorsque on opère la prostate, parce que le patient a du mal à uriner, qu'on envoie la pièce à l'analyse. Dans d'autres cas, on a un taux de PSA qui est élevé. Okay. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir le diagnostic? On va ponctionner la prostate. On fait des biopsies de la prostate. On fait des biopsies sous contrôle d'échographie. Et l'idéal pour faire ces biopsies, c'est de demander avant tout une IRM de la prostate. Parce que l'IRM de la prostate va nous montrer des zones où la prostate montre des lésions suspectes. Et ça peut diriger les prélèvements. Donc, quand on fait les prélèvements, on envoie l'analyse. L'analyse va nous répondre, il s'agit d'un cancer de prostate. Oui, d'accord. Il s'agit d'un cancer de prostate. Il va nous dire quel est le type. Est-ce un cancer agressif ou un cancer non agressif ou un cancer de stade intermédiaire. La stadification des cancers, c'est par chiffre. Okay. On va essayer d'être beaucoup plus synthétique. Un cancer de grade 6, de grade de Gleason 6, c'est un cancer de bon pronostic. C'est-à-dire, il va évoluer tout doucement. Et si le volume n'est pas important, malgré la présence du cancer, on peut demander au patient de le surveiller tout simplement. De ne rien faire. De ne rien faire. Mais les cancers ne vont pas évoluer? Mais oui, quand j'ai dit on le surveille, nous on appelle ça une surveillance armée. C'est-à-dire le patient est vu tous les 6 mois avec un taux de PSA. Si on voit que les PSA continuent d'augmenter, on redemande une IRM et on fait des biopsies. Voilà. Mais dans l'entretemps, il est mis sous traitement? Non, rien du tout. On ne met pas sous traitement. Je vais expliquer après pourquoi. Okay. Donc, on dit, lorsqu'on a les grades 6 et que la maladie n'est pas importante, on peut surveiller. Lorsqu'on a le grade 7 ou au-delà, le grade 7, c'est un stade intermédiaire. Le grade 8, c'est un stade très agressif. Okay. 8, 9, 10, c'est des stades très agressifs. Dans ces stades, il faut traiter. Comment l'on traite? On peut traiter par chirurgie, c'est-à-dire on enlève toute la prostate et les ganglions autour, on envoie l'analyse. Dans le meilleur des cas. Mais c'est une chirurgie délabrante. C'est une chirurgie qui ne peut être faite que par un urologue. Et dans d'autres pays, ce n'est pas tous les urologues qui le font. Il faut que ce soit un urologue qui a l'autorisation de faire la cancérologie. C'est très spécifique. C'est très spécifique. En France, dans le centre où j'étais, nous avions l'autorisation de faire de la cancérologie urologique. Okay. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cette autorisation. Pourquoi? Parce que l'on croit et l'on s'est dit ceci. C'est une chirurgie mutilante. C'est une chirurgie avec des conséquences sexuelles, des conséquences urinaires. Il faut qu'elle soit faite par quelqu'un qui s'y connaît. Elle est très lourde. Elle est très lourde. Elle est très lourde. Mais quand on la maîtrise bien, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc, ce qui fait que dans ces stades-là, 7, 8, on réserve le traitement aux personnes, aux patients qui ont une espérance de vie
supérieure à 10 ans. Okay. Si on a un patient de 60 ans ou de 65, 70 et qui est en bonne santé, s'il a un cancer qui est localisé, on peut proposer la chirurgie. Ici au Congo, on a l'avantage de faire de la radiothérapie. Selon mes informations, c'est pris en charge par l'État. Donc vous voyez quand même il y a du positif. Ok. Voilà. Donc, quand on a un cancer de prostate, on peut tout simplement bombarder la prostate avec des rayons et on tue la maladie. Là, vous parlez du stade 8 à 10. Ouais, je parle du stade 7, 8, 9, 10, si la maladie n'est pas étendue ailleurs. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a un diagnostic, on essaie de faire un bilan pour voir si la maladie part ailleurs. Le bilan, on fait l'IRM, on peut faire un scanner, mais le meilleur examen qu'on fait, malheureusement qu'on n'a pas ici, c'est le TEP scan. C'est un examen qui permet de détecter toutes les petites cellules cancéreuses qui sont ailleurs. Malheureusement, il est très coûteux, on n'en a pas. Là, c'est quand le cancer arrive c'est ce qu'on appelle métastase? Non. Disons que, avant même d'arriver aux métastases, quand on a un grade élevé, il faut faire un TEP scan pour être sûr que la maladie n'est pas ailleurs. Si la maladie est ailleurs, ça ne sert à rien d'opérer quelqu'un, parce que la maladie est déjà ailleurs et vous n'allez pas le guérir. Voilà. Et docteur, quels sont les risques? Est-ce que c'est à 100% que ça réussit ou bien il y a des facteurs de risque quand même lorsqu'on recourt à ces genres de traitements? Lorsqu'on recourt au traitement dans la maladie localisée, très souvent le traitement est décidé après une réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est-à-dire une réunion où on a discuté avec des collègues oncologues, avec des radiothérapeutes, avec les chirurgiens, on prend une décision collégiale et on dit, pour tel patient, voilà le meilleur traitement. À partir de là, il faut trouver le bon chirurgien pour prendre en charge le patient. Et j'ai bien dit que le cancer de prostate, quand on opère, oui, il y a des problèmes sur la sexualité, il y a des problèmes sur la continence urinaire. Le patient peut se retrouver incontinent, c'est-à-dire il perd de l'urine tout le temps. C'est la raison pour laquelle il faut être bien formé pour faire ce genre de chirurgie. Et ici à Kinshasa, il n'y a que les chirurgiens, les urologues chirurgiens qui les font, ceux qui sont qualifiés, comme vous le dites, ou bien il y a plutôt une certaine ouverture Non. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit partout dans le monde, il y a très peu de chirurgiens qui ne sont pas urologues qui se lancent dans la chirurgie du cancer de prostate. Parce que c'est une chirurgie à haut risque hémorragique. Okay. Si vous ne la maîtrisez pas, vous n'oserez même pas la faire. Parce que ça saigne beaucoup. Ce n'est pas comme si on traitait l'adénome quand la prostate gêne. Non. Là, vraiment, on enlève la prostate en entier et on prend la vessie, on va la boucher à l'urètre. Okay. Et ça, c'est vraiment une chirurgie très compliquée qui est au niveau des spécialistes. Il faut la maîtriser pour la faire. Il faut la maîtriser. Docteur, je reviens aux différents stades. Vous avez parlé de 6. Donc. Et vous avez dit pourquoi, vous allez donner la raison, pourquoi là on ne traite pas. Là, 6. Oui. Et pourquoi ça commence par 6 et non 1, 2, 3, 4, non. 5? Ça commence par 6. Tout simplement, la classification c'est 3 plus 3, par exemple, ou 3 plus 4, ou 4 plus 4, c'est que 3 plus 3 ça fait 6.
4 plus 3, ça fait 7. 4 plus 4, ça fait 8. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je dis tout simplement stade 6. Le stade 6, on peut ne pas traiter parce qu'on sait que la maladie évolue tout doucement. Si la maladie évolue tout doucement, on peut mourir d'autre chose que du cancer de prostate. Et je vous l'ai dit, les traitements de cancer de prostate, surtout que ce soit la chirurgie ou la radiothérapie, c'est un traitement délabrant. Donc si on peut l'éviter, pourquoi pas? Mais il faut surveiller. Oui. Mais quand la maladie arrive au stade de métastase, déjà, comment est-ce qu'on en arrive au stade de métastase? Qu'est-ce qui dit que la maladie est arrivée au stade de métastase? La première chose, c'est que le cancer de prostate se développe à l'extérieur de la prostate. Donc, quand on a un cancer de prostate, normalement, on n'a pas de troubles urinaires. Mais lorsqu'on a un cancer de prostate qui commence à donner des troubles urinaires, ou on voit qu'on a un cancer de prostate, le donnant un diagnostic de cancer de prostate, et on voit des jambes qui gonflent, c'est-à-dire les ganglions déjà sont atteints. Ou quand on a des douleurs osseuses, c'est-à-dire la maladie commence à se fixer au niveau des os. On est dans un stade métastatique. Dans ces conditions, on ne traite pas pour guérir la maladie, mais on traite pour freiner l'évolution de la maladie. Nous avons ce que nous on appelle communément l'hormonothérapie. Je vous ai parlé à un moment donné de la testostérone. Je dis que si on n'avait pas la testostérone, on n'aurait pas de cancer de prostate. Donc, l'hormonothérapie, on va donner des médicaments qui vont bloquer la production de la testostérone. Ça va bloquer la production de la testostérone à la périphérie et ça va bloquer aussi à partir de la tête, ce que l'on appelle communément des agonistes de la LHRH, c'est ceux qui sont des précurseurs pour donner la formation des testostérone. On bloque au niveau central et au niveau périphérique. Ça permet de freiner l'évolution. On freine l'évolution, mais on ne guérit pas. Au bout d'un certain temps, la maladie peut repartir. Et si la maladie repart, c'est là que on rentre dans ce que l'on appelle communément l'hormonothérapie de deuxième génération, mais qui sont plus manipulés par nos collègues oncologues. D'où l'intérêt, quand on prend en charge un patient, qu'on discute avec, dans la réunion de concertation, je sais que je commence un traitement, si ça ne va pas, je l'envoie chez un collègue oncologue qui peut gérer la situation. Dans d'autres cas, on peut aussi proposer de faire la radiothérapie associée à l'hormonothérapie parce que on va bloquer la testostérone en haut, en même temps on détruit la prostate par les rayons. Ok, je comprends que l'hormonothérapie c'est une forme de traitement qui est plutôt avancée ou récente en matière de traitement du cancer de la prostate. Et y a-t-il d'autres avancées sur le plan médical, scientifique et formes de traitements qui ne sont pas encore appliqués ici à Kinshasa et qui peuvent bénéficier à la population? Que j'ai dit l'hormonothérapie de deuxième génération, il y a l'hormonothérapie de troisième génération, il y a la chimiothérapie, il y a d'autres médicaments qui sont à la disposition de chirurgiens, non, des oncologues dans d'autres pays, mais pas ici. Pourquoi? Ce sont des médicaments qui coûtent horriblement cher. Un mois de traitement avec des molécules avancées, l'albuterone par exemple, ou d'autres médicaments assez très avancés,
un mois de traitement peut coûter plus de $30,000. Un mois. Un mois de traitement. Wow. Un mois de traitement. Mais ce sont des médicaments efficaces. Et ces médicaments, tout est pris en charge dans d'autres pays lorsqu'il y a un cancer. Est-ce que cela ne doit pas être le cas aussi ici chez nous? Parce que le cancer de la prostate, vous l'avez dit, c'est un véritable problème de santé publique. Oui. Est-ce que normalement, ça ne devait pas être pris en charge comme les autres maladies telles qu'on l'observe? Oui, disons que il faut qu'on voit aussi notre situation économique. L'on ne se rend pas compte, la médecine coûte très cher. Oui. La médecine spécialisée aussi. Je prends par exemple l'urologie. Encore plus. L'urologie, il y a des appareils qui coûtent très cher. Donc quand on n'a pas la possibilité d'avoir tous ces appareils, quand on n'a pas la possibilité d'acheter ces médicaments-là, c'est difficile pour un État comme le nôtre de prendre les gens en charge. Par contre, on gagnerait en faisant un diagnostic précoce. Oui. Si on fait des diagnostics précoces, on sait qu'on a un cancer qui est à un stade 7 ou 8. On sait que si on ne traitait pas, la maladie peut évoluer. On explique aux patients, on vous propose soit la chirurgie ou la radiothérapie et l'hormonothérapie pour vous guérir de la maladie. En guérissant la maladie à un stade précoce, on ne va pas dépenser de l'argent dans les stades avancés. On réduit les dépenses et ça aide. Ça nous permet, docteur, de parler d'un aspect qu'on semble souvent oublier. Les patients qui souffrent du cancer de la prostate, il y a certainement un coût sur la qualité de vie pour eux-mêmes et pour leur famille. Comment ça se passe? Le cancer de prostate, au début, il est asymptomatique. Il n'y a rien. Il se développe à bas bruit. Lorsque il commence à donner des signes urinaires, c'est-à-dire des envies pressantes pour uriner. Quand on va uriner, les urines ne sortent pas bien. Le cancer de prostate peut évoluer vers un blocage de rein. En ce moment-là, ça commence à devenir aussi handicapant pour la famille. Si je donne un exemple, le patient va uriner tout le temps et qui perd ses urines, la famille est embêtée parce que il doit porter de protection. C'est un coût. Plus la maladie évolue, quand la maladie va se localiser au niveau des os, entraîner des douleurs, le patient ne pourra plus avoir une activité normale, par exemple. Il devient dépendant. Donc, lorsque le patient va se retrouver dans des conditions des douleurs, par exemple, c'est un coût. Il y a des médicaments qu'il faut acheter. Donc, en gros, plus la maladie évolue, plus l'impact socio-économique devient important. Un patient qui a un cancer de prostate avancé, qui a mal partout, n'aura plus de vie intime, par exemple. Donc, vous voyez que ce cancer-là, si on ne le prend pas en charge, il y a un impact social au début, et puis un impact économique, parce que les médicaments qu'on va utiliser pour être soignés seront des médicaments de plus en plus chers. Dans ce cas, quelle doit être l'attitude des familles qui accompagnent les malades, notamment, par exemple, lorsqu'ils reçoivent le diagnostic? On vous diagnostique, vous avez un cancer, l'attitude de la famille doit être là. Voilà. Moi, je pars du principe suivant. Lorsque, dans la famille, on sait que un membre a un cancer de prostate, le premier réflexe, c'est de demander à tous ceux qui ont 45 ans de voir un neurologue, de voir un spécialiste qui fera un dosage de PSA
qui examinera la prostate au toucher rectal et qui dira si c'est suspect, oui ou non. Si c'est suspect, je propose qu'on fasse des bilans et on traite ou on vous surveille. Le deuxième élément, c'est un patient, quand dans la famille, on sait qu'il y a un cancer de prostate. Je pense qu'il faut faire comprendre aux membres de la famille, surtout si la maladie est localisée, de se faire prendre en charge pour avoir un traitement qui puisse le guérir. Très souvent, les gens ont un cancer, ils vont voir un guérisseur, ils vont voir quelqu'un qui prie, qui dit que je vais prier pour vous, le cancer va disparaître. Le cancer ne va pas disparaître. Le cancer ne disparaît pas. Le cancer reste. Ben, les miracles existent aussi, peut-être. Non, vous savez, nous croyons tous. Mais scientifiquement parlant. Non, nous croyons tous en Dieu. Un exemple, le pape aujourd'hui est hospitalisé. Oui. Et il prie. Pourquoi est-ce que Dieu ne le sauve pas? Donc, Dieu a permis à l'homme d'avoir une intelligence pour s'occuper des autres. Donc, aujourd'hui, dire que je suis malade, je vais prier, je ne vais pas me soigner, en gros, vous ne prenez même pas ce que Dieu vous a donné. Si vous et moi, nous sommes ici en train de causer aujourd'hui, c'est Dieu qui nous permet de vivre. Oui. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, la famille doit, entre guillemets, accompagner le patient dans le soin, le soutenir, parce que psychologiquement, quand on vous dit qu'on va vous enlever la prostate, et que vous aurez des problèmes de la sexualité. C'est difficile à accepter. C'est difficile à accepter. D'où l'intérêt que la famille soit là. Et vous accompagne. Docteur, vous avez abordé aussi l'autre question de la sensibilisation de la population. Mais comment faire cette question? Je la pose toujours et encore parce que c'est véritablement un problème. Lorsque vous appelez ceux qui ont dépassé la barre de 40 ans, de voir d'eux-mêmes l'urologue pour se faire examiner. Mais on sait aussi que nous sommes dans une communauté ou dans une société où quand il y a pas de problème, où je n'ai pas des signes, je me dis non, je reste calme dans mon coin parce que je ne vais pas m'attirer malheur et tout. Comment convaincre la population réellement à aller vers le médecin même quand ils se sentent bien, ou ils pensent être en bonne santé? Oui, d'accord. Et c'est là que je me dis le rôle des médias, le rôle de la presse, que ce soit la presse écrite, que ce soit la presse parlée, même la presse télévisuelle. Je pense qu'il est grand temps, puisque nous évoluons, que nous commençons à faire comme nos amis européens. Ils ont des émissions où ils parlent de la maladie. Vous savez, moi, quand je vois un patient en consultation, il connaît la maladie. Il vient me voir et il essaye de comparer ce qu'il a entendu à la radio et ce que je veux lui dire. Donc, la presse a une grande responsabilité pour informer les patients. Le deuxième niveau, c'est au niveau médical. Le médecin qui voit un patient en consultation doit l'inciter à se faire examiner. Oui. On dit que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Je pense que si les médecins eux-mêmes faisaient la démarche pour un dosage de PSA et voir un urologue, ils diraient facilement à leurs patients de faire la même chose. Donc, vous recommandez aux médecins, en fait, de penser à ça comme une prescription, mais voilà. des Disons médecins, que des examens. Oui, ça serait mieux que tout médecin, quand tu vois un patient, dans les bilans qu'il demande, la première chose, il faut qu'il recherche si dans la famille, il y a eu un souci de prostate.
quel qu'il en soit. Des antécédents familiaux. Des antécédents familiaux. Malheureusement, chez nous, quand quelqu'un meurt, on parle du sorcier, de l'empoisonnement, et nous n'avons pas la culture de l'autopsie. Mais ça serait mieux de choisir, de chercher tout patient qui a des antécédents de cancer et de demander une prise de sang. Le deuxième niveau, c'est au niveau des facultés, au niveau des écoles infirmières, qu'on apprenne aux gens ou qu'on dise aux gens, qu'on transmette le message de la nécessité de faire un PSA et de voir un urologue. Il y en a de plus en plus maintenant. J'espère que ça va continuer. Mais voyons déjà ceux qui sont là. Ça nous permettra de mettre à l'abri d'une maladie qui peut mal évoluer. Docteur Pierre Tchaïkolo, nous amorçons pratiquement la descente. Alors, deux dernières questions. Docteur, quelles peuvent être des actions à mener ou à entreprendre pour promouvoir des habitudes de vie saines susceptibles de réduire les risques des cancers de prostate au sein de la communauté? Non, disons que la première chose qu'on dit ici, en fait, la première chose qu'on s'est dit, c'est l'activité physique. Nous avons un malheur ici, les embouteillages. Et on marche beaucoup. Oui. Heureusement, nous faisons une activité physique. Quand vous vous promenez dans la rue, il y a très peu de Congolais qui sont obèses. Je vous demande, en fait, je vous suggère de venir en Europe et de regarder. Vous trouverez rapidement des gens énormes qui ont même du mal à marcher. Donc, la situation dans laquelle nous nous trouvons, où nous marchons beaucoup, ça a un avantage. Voilà. Donc nous faisons... Mais en même temps, nous ne sommes pas des habitués des activités physiques proprement dit, volontairement. On marche parce que des fois on est obligé, mais volontairement faire de la gym et tout, contrairement à ailleurs. Oui, mais la marche est une très très bonne activité physique. Hein? Quand je vois par exemple, il y a des gens qui quittent Gombe pour aller à Ndjili à pied, ça fait à peu près 10 kilomètres. C'est une très très bonne activité physique. Ça fait du bien au cœur. Ça fait du bien au cœur et ça diminue aussi les risques de la maladie. La deuxième chose qu'on doit faire, c'est manger bien, privilégier les fruits et légumes et si possible manger plus du poisson parce que de la viande. Que la viande. Voilà. Docteur, merci beaucoup. La dernière question, mais avant, je rappelle que nous sommes avec le docteur Pierre Tchaïkolo. Il est chirurgien des hôpitaux de France, spécialiste en urologie, andrologie. Avec vous, nous parlons du cancer de la prostate. Nous avons pratiquement épinglé tous les points, les causes, traitements, conséquences, notre attitude, quelle doit-elle être. Alors, docteur, la dernière question pour terminer ou boucler complètement cette émission, c'est celle de savoir, y a-t-il des ressources ou des organisations à Kinshasa que vous recommandez aux personnes cherchant plus d'informations sur le cancer, sur la prostate? Surtout pour ceux qui nous suivent en ce moment et qui vont nous suivre au travers des réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Oui, des ressources, en ma connaissance, très peu. Mais, je me dis tout simplement ceci. Sur Internet, il y a tout. Mais il faut savoir trier les informations. Je conseillerais les patients déjà de discuter avec leur médecin. J'ai un souci de prostate. Qu'est-ce que vous me recommandez? Est-ce que vous ne pouvez pas me diriger voir un urologue? Ça, c'est la première chose. Et puis, vous avez certains centres qui sont identifiés où il y a des urologues. Il suffit de prendre rendez-vous. Dieu merci, il y en a de plus en plus de centres. Donc, vous prenez rendez-vous et quand vous voyez votre médecin urologue, essayez toujours de demander qu'il vous dise le diagnostic et quel type de traitement
et pourquoi il vous propose tel diagnostic ou non, tel traitement plutôt qu'un autre. Il y a une parenthèse là-dessus aussi, docteur. Peut-être qu'il faut le rappeler. Nos médecins aujourd'hui, la plupart ne font plus ça. Hein. Ils ne prennent pas le temps d'expliquer aux malades qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils doivent faire, et comment se prévenir, tout ça. Apparemment, c'est resté de votre côté avec la vieille école, mais vieille école entre guillemets. Oui, non, j'ai dit la vieille école, c'est la faute des patients. Un patient qui voit un médecin, le médecin doit lui expliquer sa maladie et le pourquoi du traitement qu'il propose. Malheureusement, les médecins les patients chez nous, vous le voyez, vous dites, je vais vous opérer, il vous répond, c'est vous les médecins. J'ai dit au patient, non. Je vous explique ce que vous avez et c'est vous qui décidez. Parce que c'est le patient qui décide de l'intervention. Okay. Le médecin doit le convaincre après avoir expliqué. Si le patient ne cherche pas des explications, le médecin est content parce que il a terminé sa consultation. Mais si les patients, oui, mais je n'accuserai pas mes collègues médecins, mais c'est les patients. Vous savez que la plupart du temps, les patients disent c'est Dieu. Non, qui pose la question au médecin et le médecin répondra. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. C'est par cette note que nous bouclons cette émission. Merci beaucoup au docteur Pierre Tchaïkolo, qui est, je le rappelle, il est urologue, andrologue, chirurgien des hôpitaux de France et chirurgien consultant au Centre médical Diamant, ici à Kinshasa. Avec vous, docteur, nous avons abordé la question autour du cancer de la prostate, comprendre le cancer de la prostate. Nous avons parlé de la prévention, le traitement et l'impact sur la vie des patients, mais aussi sur les familles et les communautés qui les accompagnent. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous disons merci beaucoup à Patrick Mongongo et Pascal Kalambay qui étaient du côté YouTube. Merci à Chris Bivoula qui a assuré la mise en onde sur FM. Merci à Miguel Mina qui coordonne l'émission et à vous aussi. Merci de rester fidèles et de nous retrouver le lundi prochain. Au revoir. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM à la toute d'une grande.